Bonjour à tous. Si votre enfant souffre d'anorexie, savez-vous si le traitement qu'il ou elle reçoit a de bonnes chances de marcher? Si vous êtes médecin ou thérapeute, êtes-vous certain de l'efficacité du traitement que vous donnez à vos patients? Êtes-vous au courant des traitements qui, depuis les années 2010, ont révolutionné comment les troubles du comportement alimentaire sont traités chez les enfants et les adolescents? Une des raisons aussi de cette vidéo, c'est qu'il y a tellement de ressources en anglais, mais tellement peu en français que ça peut aider dans cette partie-là du monde. Parents, thérapeutes, médecins, je vous invite à écouter cet entretien avec un couple en Suisse, mais ce pourrait être dans un autre pays, qui a compris, après quelques semaines, que l'équipe qui soignait leur fille n'était pas au courant des progrès remarquables qui sont maintenant standards dans d'autres pays, suite à des recherches au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada et encore. Nous avons entendu la méthode où on isole un enfant à l'hôpital pendant on ne sait pas combien de mois, on lui offre une sonde et on ne l'aide pas à manger, on attend la motivation. Et le contraste, c'est une méthode où les parents sont au centre du traitement. On les soutient à ce qu'ils aient les outils pour nourrir leur enfant. Voici comment ces parents ont repris en main, avec une efficacité remarquable, le traitement de leur fille, sans se laisser abattre par les lacunes dans leur service médical. Après avoir été isolé pendant 4 mois, les voitures sur la route roulaient trop vite, tout était devenu angoissant. J'avais peur des mouches, tout était devenu angoissant. Soyez au courant. Écoutez cet entretien, puis suivez les liens à la fin du programme. Je vous présente aussi un lien pour télécharger l'audio sur votre portable. Je vais aussi mettre des liens pour vous permettre de cliquer pour trouver différentes parties de l'interview sur YouTube. Elle a chaque fois eu les ressources de faire ce qu'on lui demandait, mais il fallait quand même la cadrer très très sérieusement pour y arriver. Il suffisait de le demander de façon bienveillante mais ferme et tout le monde aligné. Je vous offre un pont entre certaines formes de traitement qui n'ont pratiquement pas évolué depuis les années 70 et un traitement efficace qui a fait ses preuves et est maintenant courant dans nombreux pays de langue anglaise. Le fait qu'elle reprenne l'école et reprenne sa vie, ça a aussi beaucoup aidé. Je m'appelle Eva Musby, M-U-S-B-Y, et j'aide les parents qui soutiennent un fils ou une fille qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Et non seulement les parents sont les plus à même d'être à côté de son enfant et puis de l'aider à manger, mais aussi à trouver tous ces petits trucs autour qui font que tout devient plus facile. Mes recherches ont commencé il y a de nombreuses années quand ma fille a été atteinte à l'âge de 10 ans. Je produis des ressources qui offrent des outils pratiques et du soutien affectif. Mon livre est recommandé par les meilleurs centres d'expertise au Royaume-Uni et aux États-Unis, et de même mes vidéos. Je parle à des conférences, je donne des formations, je fais campagne pour de meilleurs services pour nos enfants et j'offre du soutien individuel aux parents par Skype. Il faut que les parents se renseignent et même si le soutien n'est pas local, il y a des tas de choses qui peuvent se faire à distance, telles les conversations Skype qu'on a fait. Consultez mon site web pour plus d'informations et de ressources. Ayant vécu en France et au Royaume-Uni, je vois de grandes différences entre la culture médicale francophone et anglophone. Et j'espère beaucoup que cet entretien vous ouvrira de nouvelles avenues. Pour moi, ce qui a dysfonctionné ici, c'est que le diagnostic est super long et que les services n'ont pas l'habitude d'enfants si jeunes. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle il est lent, parce qu'ils ne s'inquiètent pas vraiment, quoi. Ensuite, la prise en charge, c'est tout de suite chez un psy généraliste et rien d'autre. Personne ne nous a dit, maintenant, vous vous débrouillez pour que votre fille mange. Même ça, cette chose-là, si simple, on ne nous l'a même pas dit. On nous dit juste, elle a une maladie super grave, on va l'envoyer chez un psy. Donc, ça ne peut pas avancer comme ça, quoi. Alors, commençons. Bonjour à vous deux. J'ai ici le père et la mère d'une petite qui a été atteinte d'anorexie à l'âge de 11 ans. Est-ce que vous voulez donner un petit résumé de pourquoi nous faisons cette interview? Bon, déjà, bonjour et merci Eva. Voilà, donc ce qui s'est passé en 2 mots, c'est de façon tout à fait inattendue. L'été 2015,
notre fille a commencé à restreindre son alimentation. Et puis, on était très surpris, on ne connaissait rien à cette maladie. Et la prise en charge qu'on a eue en Suisse durant les 6 premiers mois ont été particulièrement mauvaises, ce qui fait que la situation a été de mal en pis, jusqu'à aller dans un hôpital pour raisons somatiques, parce qu'elle avait tellement perdu de poids que sa vie était en danger. Et à l'hôpital, la prise en charge a continué à être inadéquate, donc son état de santé a encore empiré durant 4 mois d'hospitalisation. Et puis, pendant tous ces pratiquement 8 à 9 mois de prise en charge inadéquate, sans amélioration, nous, on a dû faire des recherches pour comprendre un petit peu mieux cette maladie et pourquoi elle allait pas mieux. Et puis, ça nous a poussé à changer complètement de type de thérapie, à licencier toute l'équipe qui s'occupait de notre enfant pour partir sur quelque chose de complètement différent. Et puis, durant les 8 mois qui ont suivi, les 6 mois qui ont suivi, elle a fait des progrès spectaculaires et elle va maintenant beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, on se dit que c'était quand même beaucoup de temps perdu pour une maladie super grave parce que principalement, on n'était pas informé et que les médecins, pour certains, n'étaient pas plus. Donc, le but, ce serait de faire profiter à d'autres de notre expérience et puis de ce qu'on a appris. Donc, racontez-nous votre histoire. Par sa petite enfance, est-ce qu'elle était malheureuse, maltraitée? Vous étiez des parents complètement dysfonctionnels? Non, mais c'est au-delà de la plaisanterie, c'est la bonne façon d'aborder le sujet parce que ça a vraiment été une enfance comme un long fleuve tranquille, sans aucun problème, ni entre les parents eux-mêmes, ni entre les parents et les enfants. Donc, vraiment une famille unie qui n'a vécu aucun problème. Je crois qu'il y a eu juste 0 problème durant les 10 premières années qui ont précédé en fait cette maladie. D'accord. Donc, je ne saurais pas quoi dire à part que c'était le bonheur, quoi. D'accord. Et je connais plein de parents et ça, c'est normal. C'est normal que les enfants aient eu une enfance tout à fait normale, heureuse et paf, brusquement, anorexie. Ensuite, durant un été où pour la première fois, elle a été absente de la maison pratiquement pendant 1 mois pour aller chez les grands-parents, pour aller en camp d'école, pour aller en camp de sport, elle a commencé à restreindre son alimentation durant ces camps sans qu'on le sache. Et puis, de retour à la maison, après ces 3 semaines, 1 mois d'absence, son comportement alimentaire avait changé un petit peu, sans que ça soit drastique. Mais les choses ensuite ont été très vite, c'est-à-dire qu'en l'espace d'1 mois, les quantités ont baissé. En l'espace d'1 mois supplémentaire, c'est la variété qui a baissé. Et très rapidement, on a abordé la discussion avec elle, mais sans mettre un nom sur cette maladie, simplement sur un dégoût de la nourriture que personne ne s'expliquait. En fait, comme elle va à l'école pour les plus grands, elle a la cantine où elle n'était pas du tout surveillée. C'est un gros changement dans sa vie à elle, parce qu'avant, les dames, elles servaient ce qu'elles devaient manger, tout ça. Donc là, elle en a profité, entre guillemets, pour jamais manger quand elle allait à la cantine. Ouais. Donc, à la maison, elle restreignait la nourriture. Elle pouvait carrément s'en priver lorsqu'on n'était pas là sans qu'on soit au courant. Donc, je pense qu'elle a pu très rapidement expérimenter des choses, des modes de fonctionnement qui sont vite devenus un engrenage, quoi. Et elle avait 11 ans. Elle allait sur ses 11 ans. Elle les a eus en septembre. Et puis, une mésaventure qui nous est arrivée, c'est qu'après 2 mois, on a consulté un médecin qui, malgré une perte de poids mesurée, ne s'est pas inquiété. Ce qui nous a un petit peu aussi, pas inquiétés du coup. Le médecin vous a rassuré que, bon, elle avait perdu du poids, mais bon, et il ne vous a pas dit revenez dans 2 jours. Comment est-ce qu'elle mange? Non. Il a dit qu'elle était heureuse et puis que dans sa consultation, il voyait plutôt des enfants obèses, donc on devait un peu s'estimer heureux. Et puis, par contre, comme il a vu que moi j'étais inquiète, il a dit bon, si vraiment, revenez dans 2 mois. Puis revenez dans 2 mois. Une analogie que nous faisons, nous qui nous y connaissions, c'est si un médecin voyait quelqu'un avec un cancer au stade 1, on dit stage 1 cancer, au stade 1, est-ce que le médecin dit revenez quand vous êtes au stade 2 ou 3 avant qu'on traite? Et nous avons beaucoup d'études scientifiques qui montrent que l'anorexie et les autres troubles alimentaires, le plus tôt qu'ils sont traités, le
les résultats. Que ici, en tout cas en Angleterre, c'est maintenant dans la loi, disons, dans les services médicaux doivent traiter en moins d'une semaine. Vous, on vous a dit de revenir dans 2 mois. En Angleterre, maintenant, c'est maximum 1 semaine. Alors, durant ces 2 mois, la situation s'est dégradée, mais alors très fortement. D'ailleurs, c'était probablement 2 mois et demi. Et nous, 1 mois plus tard, on a essayé d'avoir un rendez-vous avant parce qu'on était clairement très inquiets à ce moment-là. Au début, la perte de poids n'était pas importante. C'était le comportement qui changeait. Mais entre ces 2 rendez-vous, là, la perte de poids est devenue significative. Et on a voulu avancer le rendez-vous en motivant la raison. On n'a pas pu le faire. Donc, la consultation qui suivait, bien 2 mois et demi après la première, c'était déjà trop tard. C'est-à-dire que la perte de poids et la perte de contrôle étaient complètes pour notre fille. Et nous, on était désemparés par rapport à ça et elle n'avait même pas été diagnostiquée, quoi. Et c'est lors de ce 2e rendez-vous que là, il y a eu un diagnostic après des tests et les résultats 1 semaine plus tard pour nous confirmer qu'il n'y avait pas un autre problème. Il y a plusieurs raisons de perdre du poids et ce n'est pas la seule maladie qui a ça, quoi. Donc, ça a pris une petite semaine pour confirmer qu'il n'y avait aucune maladie somatique, mais que c'était vraiment un problème d'anorexie. Donc là, c'était diagnostiqué, mais c'était aussi trop tard. Elle avait atteint le plancher de son poids avant qu'elle soit hospitalisée. Elle était déjà à la limite d'être hospitalisée. Je voudrais faire un commentaire pour les gens qui écoutent parce que votre médecin a dit soyez heureux qu'elle n'est pas obèse, c'est ça le problème le plus courant. Mais un enfant obèse qui perd beaucoup de poids doit aussi être traité très très rapidement parce que c'est souvent de l'anorexie. Et ils sont tout aussi en risque médical ou encore plus parce qu'ils ont perdu du poids et le cœur n'est pas sain. Votre problème, c'est partout dans le monde, hein, le manque de diagnostic expert et rapide. Donc, elle a été admise à l'hôpital. Alors, le médecin, lors de cette 2e consultation, a hésité et il nous a dit si elle perd ne serait-ce que 100 grammes, elle devrait être hospitalisée. Et on prend déjà tout de suite comme mesure de couper toutes les activités sportives et qui demandent de l'énergie. Bien. Et il nous a aussi référé à une psychologue, une psychiatre de notre village que nous ne connaissions pas pour des entretiens individuels. Voilà. La première réunion, on était bien sûr tous là, mais ensuite, c'était sans nous. Après 2 fois, elle a dit elle était vraiment complètement démunie. Je pense qu'elle n'était pas apte à soigner ce genre de maladie. Et après 2 rendez-vous, elle a dit mais avec les fêtes qui approchent, je ne vois pas comment que je vais arriver à faire de votre fille. Et puis, du coup, il faudra l'hospitaliser. Très vite, elle était… Elle n'était pas spécialiste et l'anorexie doit être traitée par des spécialistes. Les généralistes, psychologues ou autres, ne connaissent pas les détails de cette maladie. C'est trop difficile. C'est exactement le message, c'est que ni le pédiatre, ni la psychiatre n'étaient spécialistes de cette maladie. Donc, on n'a reçu que le nom de la maladie, mais aucune information et aucune prise en charge qui a servi à faire avancer notre fille. C'est clair que ça n'a eu aucun impact sur elle. Et en Angleterre, nous avons maintenant aussi des lois. J'ai dit des lois, mais enfin, ça s'appelle un standard. Des standards de soins. Des standards de soins qui demandent que les jeunes qui sont traités pour les troubles alimentaires soient traités uniquement par des équipes spécialisées. Un enfant ne peut pas être traité par un psychologue généraliste. Ouais. Voilà le genre de progrès que nous voulons encourager avec cet entretien. Exactement. Et donc, après 2 ou 3 semaines, après ce 2e rendez-vous, il y a eu une perte de poids, mais minime de 100 grammes, mais ça a suffi pour que tout le monde soit d'accord que c'était la meilleure solution d'aller à l'hôpital, parce que là, notre fille avait perdu toute faculté de s'alimenter. 1/3 de verre d'eau, c'était beaucoup. Un 1/5 d'une assiette, c'était énorme. C'était vraiment une perte de contrôle totale. La panique, l'angoisse, elle était juste en détresse devant son assiette. Ouais. Et l'hospitalisation, là, semblait être pour tous la bonne idée. Oui, absolument. Il fallait sauver sa vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui était spectaculaire, c'est que d'un point de vue physique, elle n'était, à part tout à la fin,
pas si faible que ça. C'est-à-dire qu'elle a pu perdre sans que son énergie diminue. Elle continue à faire du sport, à aller à l'école, à être souriante. Elle n'était pas du tout, sauf dans les 2 dernières semaines où elle avait été diagnostiquée. Avant ça, son état mental était tout à fait normal. Ça, c'était spectaculaire. Ouais. L'énergie qu'elle gardait, autant mentale que physique, quoi. C'était assez spectaculaire. Et après, par contre, une fois qu'il y a eu le diagnostic, qu'elle a dû être privée de sport, que très rapidement, ça s'est enchaîné, qu'elle n'avait plus la force d'aller à l'école. Et très rapidement, elle est devenue très triste. Là, tout est ressorti très vite, quoi. La Et à ce tristesse. moment-là, c'est comme si elle avait réussi à tenir le coup jusque-là, mais là, et c'est là que l'hospitalisation est intervenue exactement à ce moment-là. Comment c'était à l'hôpital? À l'hôpital, ils l'ont mise dans un service où plutôt laissé végéter dans sa chambre avec un cadre au début assez souple, on pouvait venir quand on voulait, puis assez rapidement, combien de temps? 2 Après une semaine. Une semaine. Où là, on pouvait la voir plus que 3 fois par semaine. ouais. Et puis, elle avait aucun soutien ni des infirmières, elle recevait son repas et elle devait être seule face à son assiette. Et, Elle recevait son repas seule. Oui, une infirmière restait à côté, mais elle devait rester une demi-heure, puis après enlever son plateau, mais sans l'encourager, Elle était vraiment… On ne l'encourageait pas à manger, on ne l'aidait pas à manger. On lui laisse l'assiette. Ouais. Voilà. Elle était là pour lui changer les idées, donc ils essayaient plutôt de parler d'autre chose. Ce qui est une bonne chose. Mais il n'y avait que ça. Il n'y avait pas… Elle décrivait que certaines infirmières regardaient la montre, puis que ça passe. Alors, de nouveau, c'était un service non spécialisé dans l'anorexie et les troubles alimentaires. C'était quand même un hôpital pour les enfants, ça c'était positif, mais c'était un service avec des pédiatres et puis une équipe de psychologie de liaison, ils appellent ça. Et sur l'étage, il y avait toutes sortes d'autres enfants qui avaient d'autres pathologies. Certains étaient trop obèses, d'autres avaient des troubles de la personnalité. En fait, c'était très varié. Et il y avait uniquement 2 filles, inclus la nôtre, qui étaient anorexiques dans ce service. D'accord. Non spécialisé, donc. Et tu avais l'impression qu'ils ne s'y connaissaient pas assez sur le traitement de l'anorexie? J'ai l'impression qu'ils étaient en train d'apprendre et d'adapter un petit peu leur approche. Le but était quand même qu'elles reprennent du poids le plus rapidement possible. Et ça, c'était une mission de l'équipe. Très bien. C'était géré par les pédiatres. Donc, eux étaient au courant qu'il fallait reprendre du poids par tous les moyens le plus rapidement possible. Lorsqu'il n'y a aucun moyen… si on ne l'aide pas à manger, voilà, ça ne va pas se passer. Non, ça ne va pas se passer. Donc, très rapidement, ils lui ont inséré une sonde gastrique pour lui apporter ses apports. Donc, très vite, après une semaine, elle avait déjà une sonde gastrique parce que, chose qu'on n'a pas dit avant, elle a complètement cessé de s'alimenter durant cette première semaine d'hospitalisation. Le fait que plus personne ne lui demande de même manger un petit peu, ce qu'on faisait quand même à la maison. On le faisait très mal à l'époque, on n'était pas encore au courant de comment se comporter, mais au moins, on lui demandait de manger un tout petit peu. À l'hôpital, il n'y a eu plus aucune demande par rapport à ce qu'elle mange. On lui disait même si elle n'était pas prête, il n'y avait pas besoin. Ça se ferait quand elle serait prête. Excuse-moi, on lui disait qu'il n'y avait pas besoin si elle n'était pas prête? Effectivement, l'équipe lui disait que quand elle aurait envie de manger, ça se passera naturellement, mais tant qu'elle n'en avait pas envie, personne ne pouvait la forcer, personne ne pouvait l'aider. Ça, c'est criminel. Oui. C'est affreux. Ouais. Effectivement. Voilà, moi, je veux juste faire la distinction entre les pédiatres qui avaient compris qu'il fallait renourrir vite ou reprendre du poids vite et qui ont introduit la sonde, et qui, eux, étaient donc au courant de certaines études actuelles qui montrent que c'est bien la première chose à faire. L'équipe qui est en charge du cadre et du bien-être psychologique, eux, étaient par contre, que je considère maintenant comme complètement largués par rapport à la réalité de cette maladie, et plutôt dans une tradition française où on va chercher des causes psychologiques très très loin et où le sujet doit trouver en lui les ressources de s'en sortir seul, et puis à ce moment-là, ça se fait et c'est solide.
Donc, ils l'ont un peu laissée végéter pour qu'elle puisse elle-même trouver une raison pour manger, ce qui bien sûr n'arrive pas. Oui, oui. Donc ça, c'est une attitude très, très ancienne que j'espère qu'on trouve de moins en moins dans le monde, mais je crois que c'est encore courant, qu'avec une isolation, quand la personne est laissée seule, qu'elle trouvera en elle la motivation, le désir de reprendre la vie et de manger. Ça ne marche pas. Non, ça Toute peut pas seule marcher. à 11 ans. Non. À 11 ans en plus. Alors, elle a Enfin, ça passé... ne marche à aucun âge. Oui, j'imagine. Ouais. Et encore moins pour des jeunes enfants aussi fragiles et aussi immatures par rapport à ce genre de thérapie, de psychothérapie, quoi. Donc, pendant 4 mois, elle n'est pas sortie de son étage d'hospitalisation, interdiction. Elle n'a vu personne d'autre que ses parents. Au début, 3 fois par semaine, ensuite, 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Après 2 mois, au milieu de l'hospitalisation, ça s'est restreint à 1 fois par semaine parce que les progrès n'étaient pas là. Donc, le cadre se referme au fur et à mesure que les progrès ne viennent pas. L'idée, c'était qu'elle serait motivée à manger pour vous voir plus souvent. Ouais. Et ça n'a pas marché. Non. Alors, il y avait 2 idées. Hein. Une idée, c'est effectivement d'avoir un petit peu ça comme sucre. Hein. Et puis l'autre, qu'elle avait besoin de temps pour un petit peu se retrouver seule avec elle-même, faire une sorte d'introspection sans avoir des parents qui puissent être là pour interférer. Et son frère ne l'a pas vue pendant 2 mois. Ouais, son frère pouvait la voir au début en même temps que nous, mais lorsque le cadre s'est resserré à 1 visite par semaine, lui a eu une interdiction complète. Donc, il ne l'a pas vue pendant 2 mois complets. Vous deux, vous étiez sur un site internet qui s'appelle feasted.org, donc FEAST-ED.org. Oui. Et vous discutiez avec d'autres parents d'enfants qui souffrent d'anorexie de ce problème et vous avez eu des réactions très, très horrifiées de tous les parents, la plupart étant de pays de langue anglaise. Absolument horrifiés qu'on empêche des parents de voir leur enfant. Parce que maintenant, nous pensons que quand l'hospitalisation est nécessaire, les parents doivent pratiquement être à l'hôpital pour soutenir leur enfant. En tout cas, tous les jours. Ouais, tout à fait. Donc, votre histoire est très, très extrême. Enfin, j'imagine que c'est le cas dans d'autres hôpitaux et ça doit arrêter. Plus avoir ce genre de traitement. Alors, c'est vrai que en plus d'avoir été mis à l'écart du soutien qu'on pouvait lui apporter passif ou voire même maintenant actif, vu qu'on sait que c'est en étant très actif en tant que parent qu'on peut l'aider, nous avions en plus de ça, mais aucune information sur la maladie et l'avenir de notre fille avec l'équipe existante. Et rien que pour les voir seuls, sans elle, donc, il fallait insister des semaines et des semaines et on les a vus, on a dû attendre 1 mois complet avant de pouvoir avoir un entretien seul avec eux. Mon Dieu. Donc, c'est un système très paternaliste où les médecins savent ce qu'il faut faire, les parents n'ont pas particulièrement. C'est eux qui détiennent la vérité. Ouais. Il y a une seule chose de correcte qu'ils nous ont dit, c'est qu'à aucun moment, ils nous ont culpabilisés. Bien. Il faut reconnaître, à aucun moment, il a été question qu'on soit d'une façon ou d'une autre responsable de ce qui était arrivé. Mais par contre, à partir de maintenant, il fallait les laisser faire. Il fallait laisser faire. Maintenant, c'était tellement extrême la façon dont on s'est fait mettre à l'écart, c'est que, évidemment, on a été chercher l'information ailleurs. Plutôt que de se laisser faire passivement, on a été à chercher beaucoup d'informations dans beaucoup de livres, beaucoup d'articles, beaucoup de forums, beaucoup de téléphones, en Suisse et à l'étranger, pour se rendre compte effectivement que cette maladie était encore très mal comprise et que, en particulier, la façon de traiter notre fille était ce qu'on appelle ici en Europe, enfin dans les pays francophones, l'approche traditionnelle, et qu'on n'était pas les seuls à s'en plaindre, on n'était pas les seuls chez qui ça marchait très mal, et qu'il y avait des cas encore pires que nous. Hein, dans la restriction, il y a des cas en Suisse que l'on connaît où les parents n'avaient pas le droit du tout de voir leurs enfants, et ça a pu durer pour des périodes de 6 à 8 mois. Pour les cas qu'on connaît. En Suisse ? En Suisse. Et ça, c'est sans aucune visite. Mon Dieu. Nous, l'enfant était tellement jeune qu'ils ont proposé, on a très rapidement dit non, mais chez les enfants qui ont 13-14 ans ou plus, là, c'est vraiment imposé. Et c'est aucune visite du tout. Les enfants de 13-14 ans qui n'ont pas de contact avec le monde extérieur
pendant plusieurs... La petite copine avait 13 ans. Ouais. Elle est restée typiquement 1 année et 3 mois, 4 mois à l'hôpital dans ces conditions. Donc cette amie, oui. Cette amie. Donc oui, c'était extrême ce qu'on a vécu, mais on connaît des cas encore plus extrêmes. Ça peut être pire. Et ce qui est à fendre le cœur, c'est que il y a toutes sortes d'études publiées depuis 1990, les années 2000, qui montrent que la famille est un outil essentiel. On va y revenir, mais c'est époustouflant que le service médical ne lise pas ces études qui sont les plus grandes études que nous avons. Est-ce qu'elle prenait du poids pendant ce temps-là grâce à la sonde? Oui, ça c'est le côté positif. Elle a pris du poids systématiquement. Donc, d'un point de vue courbe de poids, elle prenait 100 grammes par jour pour donner le target de l'équipe, ce qui est pas énorme, mais ce qui est quand même, ce qui est quand même systématique. Donc, la problématique, c'est qu'elle a repris suffisamment de poids en 2 mois. Et puis, les 2 mois suivants, eh bien, elle a un petit peu oscillé entre des essais de retrait de sonde qui se passaient mal avec des pertes de poids importantes. Et puis, après, il fallait de nouveau passer 2 semaines à reprendre le poids perdu pour essayer d'enlever à nouveau la sonde. Et puis, il y a eu 3 allers-retours comme ça. Donc, 2 mois de prise de poids constante et puis après 2 mois de montagne russe pour essayer de faire avancer les choses qui n'avançaient pas. Vous voulez, au début, il parlait de 3 mois. Après 3 mois, il y avait pas seulement aucun progrès, mais une régression vu qu'elle avait cessé de s'alimenter et ne voulait plus sortir d'hôpital. Une chose qu'on peut juste mentionner en parenthèse maintenant, c'est qu'elle n'était pas malheureuse à l'hôpital. C'est qu'elle était dans un autre monde, dans un autre temps, où en voyant en plus sa petite copine qui était là depuis passer 1 année, elle se disait mais on peut vivre 1 année à l'hôpital, peut-être 2 ans, 3 ans, peut-être ma vie entière. Laissée seule à elle-même, elle s'est comme enfermée, construit une vie dans cet hôpital, mais elle n'était pas déprimée ou à nous supplier de la sortir, sinon on aurait probablement réagi aussi plus vite. Et je crois que vous vous êtes rendu compte de l'effet psychologique que l'hôpital a eu sur elle une fois qu'elle en est sortie, n'est-ce pas? Tout était angoissant en sortant de l'hôpital. Après avoir été isolée pendant 4 mois, les voitures sur la route roulaient trop vite, tout était devenu angoissant. Peur des mouches. J'avais peur des mouches, tout est devenu angoissant. Donc c'est juste inadéquat. Et ce qui a vraiment participé à aller mieux, c'est de revenir dans une vie normale, c'est-à-dire voir les copines, aller à l'école. Revenons à l'hôpital. Pendant tout ce temps-là, elle était nourrie uniquement à la sonde? Et elle ne boit pas non plus, donc tout passe par la sonde. Ouais, on va arrondir à 4 mois, ouais. D'accord. Et pendant ces 4 mois, vous étiez de plus en plus informé et impatient, j'imagine? Oui, surtout qu'il y a eu 3 essais de retrait de sonde. Il y a eu, sous votre initiative, quelques petits ajustements. Elle a commencé à faire quand même des entretiens individuels et puis des repas qui étaient accompagnés par pas par des infirmières, mais par des psychologues. Mais de nouveau, pas suffisamment spécialistes pour que ça lui fasse manger. Et au fur et à mesure que nous rassemblions des informations durant ces 4 mois d'hospitalisation, on les transmettait à l'équipe soignante pour influencer la prise en charge sans aucun succès. Donc, c'est clair que l'équipe était tout à fait hermétique à toutes ces idées nouvelles. Nouvelles, puis au moins 10 ans, mais oui. Ouais, pour eux. Ils avaient entendu parler de family-based treatment, donc comment on dirait en français le traitement dans la famille, thérapie familiale? Alors, je pense pas parce que il n'en a pas été mention à aucun moment avant que nous amenions un petit peu le sujet là-dessus en partageant les doutes qu'on avait par rapport à l'isolement et tout ça. Et par rapport à des premiers papiers sur justement la family-based therapy qu'on leur a soumis. Et puis, ils n'ont pas réagi dans cette première réunion, donc j'ai pas l'impression qu'ils connaissaient. Par contre, ils sont revenus vers nous la semaine suivante pour nous dire que, en fait, c'était quelque chose qui était plutôt expérimental, qui était pas adapté au cas présent et que ce serait quelque chose peut-être à considérer dans un deuxième temps quand elle serait dehors d'hôpital. Mais que c'était pas compatible en fait avec ce qu'on était en train de faire. Donc malgré qu'on était en 2015-2016, pour eux c'était expérimental et nouveau. Une chose importante qu'ils m'ont dit, c'était qu'en fait le traitement que recevait ma fille était le traitement
standard, que tous les centres spécialisés qu'ils connaissaient travaillaient de cette manière-là et que pour eux, c'était une évidence. Donc, vous étiez en train de proposer un modèle complètement nouveau pour eux et peut-être pour beaucoup d'autres hôpitaux et de parents qui nous écoutent. ouais, c'est l'impression qu'on a eue très clairement. Ouais. Quand j'ai commencé à vous connaître tous les deux à travers le forum, l'Internet, vous étiez vraiment bien informés. Et vous avez une attitude très collaboratrice, vous n'avez pas l'air fou, vous n'êtes pas agressif. Donc, il y avait toutes les bonnes raisons pour emmener le service médical vers vous. Et ça n'a pas marché. Ouais. Ils étaient tellement dans leur conviction qu'ils nous disaient « mais nos études, ça marche, on sait ce qu'on fait. » Faites-nous confiance. Ouais. Donc, ne voyant aucun progrès après 4 mois, on devait prendre une décision malgré qu'elle ne mangeait plus du tout. Elle aurait pu rester là 8, 12, 16 mois, on n'en sait rien, mais il n'y avait aucun espoir, aucune lueur, rien. Donc, racontez-moi un peu comment vous avez changé les choses. Nous avons premièrement beaucoup rassemblé d'informations pour comprendre un petit peu mieux cette alternative qui semblait parfaitement adaptée à l'âge de notre fille, à la configuration familiale, où on voulait de nouveau être impliqué dans ses soins, dans sa prise en charge pour qu'elle aille mieux. Et puis, il s'avère que dans la même ville, donc proche d'où on habite, nous avons eu connaissance d'une autre équipe qui travaillait en ambulatoire, aussi avec des enfants qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui étaient, eux, au courant de cette approche de thérapie familiale spécifique à l'anorexie. Et on les a contactés. Et le premier contact a été très positif parce qu'ils ont tout de suite dit qu'ils comprenaient exactement ce qu'on vivait et ce qui se passait dans nos têtes. Donc, il n'y a pas eu besoin d'expliquer les fondements, c'était tout à fait évident. Ensuite, la difficulté, c'est que cette équipe, comme j'ai dit, travaillait en ambulatoire. Notre fille ne mangeait pas à l'hôpital. Cette équipe travaillait avec des enfants de plus de 14 ans, si ma mémoire est bonne. Notre fille en avait 12. Et donc, il y avait quelques impossibilités à simplement pouvoir profiter de ça tout de suite. Donc, ce que l'on a fait dans un premier temps, c'est essayer de mettre les deux équipes en contact, finalement. Et la réponse était... c'est trop tôt. En fait, chaque fois qu'on proposait quelque chose, c'était toujours trop tôt. La situation actuelle était que notre fille était tellement sévèrement atteinte que tout ça, ce serait des choses à discuter une fois qu'elle irait mieux, mais qu'on n'en était pas là. Donc, à ce moment-là, on a été un petit peu coincés. Et puis, ce que l'on a dû faire à ce moment-là, c'est vraiment d'aller expliquer à l'équipe alternative, celle qui travaille en ambulatoire, que, premièrement, on trouverait injuste que ça s'adresse qu'à des enfants qui sont plus âgés, que ça s'adresse qu'à des enfants qui ne sont pas encore hospitalisés, puis qu'on avait là un cas vraiment très concret sur les mains qui était urgent et qui était, d'après nous, parfaitement adapté à faire ce changement de prise en charge et puis aller vers la façon de travailler de ce deuxième service, quoi. Voilà, dans les hôpitaux, il y a quand même beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de règles, etc. Et puis, on n'était pas dans la bonne case, en fait, pour être pris en charge. Donc, c'est vrai qu'on a dû, là, à ce moment-là, énormément insister. Vraiment énormément insister, quoi. Tu as mentionné que dans les hôpitaux, malgré que c'était un service ambulatoire, ça faisait partie d'un hôpital? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, toute la structure était là. C'était pas privé. C'était effectivement un service ambulatoire complet avec vraiment toutes les compétences et les ressources nécessaires, mais ça s'adressait à des plus grands, à des enfants plus grands, et puis pas à des enfants qui ne s'alimentent pas du tout dans un hôpital. Donc, on était juste bloqués, dans une situation qui ne pouvait pas évoluer à l'hôpital, et puis pas d'alternative. Mais nous, on a tout de suite compris qu'il fallait miser sur la deuxième solution, pouvoir la sortir, avoir une prise en charge ambulatoire avec ce service qui connaissait la FBT sans être formé, et puis qu'il fallait insister. Mais on a été très, très insistants. C'est clair qu'on leur a bien fait comprendre que pour nous, c'était déjà injuste que les enfants qui en ont le plus besoin ne pouvaient pas profiter de ça, puis qu'on avait une enfant en détresse et que c'était important d'agir maintenant et pas dans des années, quoi. Oui. Et les études montrent que le plus on agit vite, et en tout cas dans les 3 ans, non seulement dans une semaine, mais enfin, si on attend 3 ans, ça devient beaucoup plus difficile. Donc.
Et à force d'être très lourd et insistant, à un moment, il y a une décision qui a été prise par ce service plus des services connexes qui se sont dit on peut pas, voilà, je pense, laisser cette famille dans cette situation-là. Donc, ça a bien pris 2 mois, en fait, le 3e et 4e mois d'hospitalisation pour contacter le 2e service et puis essayer d'arranger les choses de façon amicale. Et lorsque ça ne s'est pas fait et qu'on a eu, par contre, l'accord du 2e service qu'ils allaient nous soutenir, quoi qu'il arrive, avec aussi la possibilité d'une réhospitalisation si les choses dégénéraient très vite. Là, malgré que ça ne se soit pas fait de façon suffisamment, on dira, amicale ou efficace entre les 2 services, on a pu quand même prendre la décision d'informer le service hospitalier que nous la sortirions de l'hôpital dans les 10 jours qui suivaient, quoi. Et que c'était une décision irrévocable, la nôtre, et que ça, voilà. Elle n'était plus en danger somatique à ce moment-là, donc il n'y avait aucune raison légale, disons, même en Suisse, de la maintenir à l'hôpital. Le premier service hospitalier, quelle était leur réaction quand vous leur avez annoncé que vous retiriez votre fille? Alors, évidemment que leur premier souci, c'était qu'il y ait une prise en charge solide à l'extérieur. Lorsqu'on a pu mentionner le fait qu'une autre équipe reprenait, malgré qu'elle travaillait en ambulatoire, la situation, ça les a rassurés sur le plan, disons, vital pour notre fille, quoi. Maintenant, sur son pronostic à long terme, jusqu'à la fin, on nous a clairement dit que c'était une grave erreur, qu'elle était beaucoup trop sévèrement malade pour sortir de l'hôpital à ce moment-là. De nouveau, malgré que ses signes vitaux étaient bons, parce qu'il l'a considéré tellement dans un gouffre psychologique, dans l'incapacité, sans compétence de se nourrir, que ça n'avait aucun sens de faire ça, quoi. Donc, ils ont un peu été poussés à accepter, mais jusqu'à la fin, bon, le message était clairement c'est une erreur. Vous faites une erreur et puis vous êtes prévenus. Mais il l'a considéré comme étant tellement gravement malade, avec tellement pas d'options et de ressources pour s'alimenter seul, que de la sortir de l'hôpital, c'était la condamner à y rentrer 2 jours plus tard ou à mourir de faim. C'est à un stade où c'est tellement aigu que ce que vous faites est juste de la maltraitance à la limite. C'est suicidaire. C'était leur position. Oui. Ça a dû vous faire un peu peur? Si c'était arrivé après 3 mois, ça nous aurait peut-être fait un peu peur. Après 4 mois, on avait tellement perdu toute confiance dans ce qui se passait, ce qui allait se passer, parce que rien n'allait changer. Et on était tellement confiants de tout ce qu'on avait rassemblé comme information et toutes les personnes avec qui on a discuté partout dans le monde sur cette alternative que non, honnêtement, les doutes étaient peut-être là au 3e mois, mais quand notre fille est sortie de l'hôpital, il n'y avait plus de doutes. D'accord. Il y avait juste une chose à faire, rapidement, c'est de la faire manger au premier repas hors hôpital. Vous étiez vraiment si bien informé. Ça a pris 4 mois à s'informer, dont 2 à vraiment travailler sur la sortie pour qu'elle se fasse de façon vraiment sans aucun risque. Le fait qu'on ait une autre équipe médicale qui nous suivait quand même, ça nous donnait une petite sécurité quand même. On ne pouvait pas la sortir sur un coup de tête, et ça, je le conseillerais à personne. Il fallait être certain qu'il y avait un service qui la réaccepte si après 2 jours, il fallait recommencer ailleurs différemment. Voilà. Par contre, la sortie, c'est là qu'il y a eu un tournant parce qu'elle s'est faite de façon idéale. Brutale, mais idéale. Tout s'est mis en place. Il s'avère que la semaine où nous avons décidé de sortir notre fille, l'autre équipe était super prête, super motivée. Nous étions coachés par toi, Eva, et par d'autres pour comment se comporter le premier jour qu'elle se retrouve ici sans avoir mangé pendant 4 mois. Et cerise sur le gâteau, notre fille nous a pour la première fois exprimé le souhait de passer à autre chose et de sortir de l'hôpital. Tout s'est mis en place en l'espace de 2 semaines. Donc, la sortie, malgré la prise de risque, elle était quand même idéale. Tout le monde était prêt. On a eu une sortie pour aller chez l'orthodontiste. Sa seule sortie. Et là, c'était quand même un déclic de voir la vie à l'extérieur. Ce qui montre à quel point c'est important d'avoir la vie à l'extérieur. Donc, votre petite, vous l'avez sortie un jour de l'hôpital et vous l'avez ramenée chez vous. Et elle avait encore la sonde? Oui, elle a fait encore 2 nuits à l'hôpital avec la sonde et 2 journées où elle venait ici. De transition. Bon. 2 jours. Et alors, est-ce qu'elle a mangé? Quand elle avait sa sonde et qu'elle dormait à l'hôpital durant ces 2 jours, nous lui avons demandé de goûter à chaque repas ce qu'il y avait.
c'est-à-dire de mettre une cuillère en bouche, ce qu'elle n'avait fait depuis 4 mois. Et effectivement, après 2 heures, elle l'a fait. Notre grosse inquiétude, et l'inquiétude surtout de l'équipe pédiatrique, disait que en général, elle ne buvait pas quand ils ont essayé un retrait de sang. Et puis, le gros souci, c'était la déshydratation et elle a tout de suite bu. Elle a tout de suite bu. Donc, elle avait passé 4 mois où l'hôpital n'arrivait pas à faire ça. Et vous y êtes arrivé. On lui a dit, tu vas y arriver, mais la chose pour laquelle on ne va pas pouvoir attendre que ça aille bien, c'est l'hydratation. Tu vas être obligé de boire et elle a tout de suite... Alors, quand vous avez ramené votre petite à la maison, il était crucial qu'elle arrive à manger. Alors, les parents ou les professionnels qui nous écoutent doivent se demander comment est-ce qu'on arrive à faire manger quelqu'un qui souffre d'anorexie. Donc, on a eu une session par Skype parce qu'on avait parlé de les meilleurs outils que vous pourriez avoir pour l'aider à manger à la maison. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme préparation? Quels sont les outils principaux à employer dans ce cas-là? On a utilisé 3 choses, je pense, qui très concrètement, la première semaine, quand il fallait recommencer à manger, nous ont aidés. La première, c'est d'expliquer à notre fille qu'en fait, sa sphère alimentaire allait être entièrement gérée par nous-mêmes. Donc, on allait appliquer ce qu'on appelle en anglais le Magic Plate, parce que c'est sur Internet et que j'avais entendu parler de ça. L'assiette magique. Et elle est magique parce que... Elle est magique parce qu'elle apparaît par magie lorsque nous l'appelons à table. Et c'est sa seule interaction avec la nourriture de la journée. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas... Elle ne vient plus faire des commissions, elle ne décide pas ce qu'on va manger, elle ne décide pas combien on va manger, elle ne décide pas quand on va manger. Le but, c'est de lui enlever tout le stress de la nourriture, sauf pendant la demi-heure où elle vient manger, et puis l'assiette apparaît magiquement devant elle durant cette demi-heure. Sa mission et la nôtre à tous, c'est de l'aider à la finir. Et puis ensuite, tout ce qui est nourriture, c'est oublié. Ça ne doit pas rester une préoccupation dans le reste de la journée. J'imagine que ceci va étonner beaucoup des gens qui écoutent, qui ont l'habitude d'un jeune qui est à la cuisine, qui vérifie comment tout est cuisiné, qui fait des commentaires, qui négocie. Donc, c'est une méthode que beaucoup de parents découvrent, marche très bien. C'est de prendre toutes les décisions et de dire non, tu sors de la cuisine, s'il te plaît. Regarde un film pendant que je cuisine et je sers le repas à une telle heure et voilà. Exactement, et ça a été très efficace et ça a été tout à fait accepté. Je pense que ça l'a soulagé aussi de savoir que ça servait à rien de se préoccuper par ça parce que ça ne la concernait plus. Ça peut paraître bizarre d'écarter ou d'enlever l'autonomie de manger à un enfant de cet âge-là, mais c'est temporaire. Puis chez nous, c'était essentiel, je pense, pour elle, qu'elle puisse se concentrer sur autre chose à ces moments-là et venir à table dans un état d'esprit positif surtout. Elle avait à ce moment-là 11-12 ans, mais cette approche marche très bien aussi avec des jeunes de 17-18 ans et peut-être aussi plus. Nous avons aussi des anecdotes de parents où ça marche malgré que le jeune est autonome pour beaucoup d'autres choses. Après, ça c'était, si on veut, la préparation au repas. Puis après, on insiste beaucoup sur la distraction. Donc, quand les choses vont bien, à table, on parle de tout sauf de nourriture. Et le but est vraiment de rigoler et d'avoir une ambiance très légère, quoi. Que ça soit à travers raconter des bêtises, profiter du petit frère qui fait le clown ou regarder un épisode d'une série marrante. Donc, la distraction est vachement importante pendant, avant et après le repas. Et puis ça, de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour l'amuser, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'était important pour elle de savoir qu'on sera avec elle après le repas, qu'on allait s'amuser, qu'elle serait pas seule, quoi, jamais seule. Parce qu'à ce moment-là, elle souffre de peur. La nourriture induit la peur. Et après qu'elle a mangé, elle est encore en état d'anxiété. Et donc, la distraction est un antidote à la peur. C'est ça le principe. Ouais, la peur et la culpabilité après avoir mangé. Ah oui. Vraiment 2 sentiments très désagréables et c'est seul face à ça. Tandis que là, elle savait que la famille restait ensemble pour passer ce moment-là. Alors, vous utilisiez le principe de distraction, mais vous lui rappeliez aussi de manger si elle ne mangeait pas? Oui, tout à fait. Ça, c'est pour créer une atmosphère qui est vraiment cool et relax. Ensuite, oui, bien sûr que nous insistions sur le fait de garder le rythme du repas, c'est-à-dire de commencer s'il y avait de la peine à commencer, de ne pas manger trop lentement si c'était le cas, de ne pas laisser les choses durer des heures et de la rassurer aussi s'il y a des blocages.
une image qu'on a en fait utilisée qui lui a fait du bien, c'est de lui dire qu'elle gravait un Everest à chaque repas, quoi. Donc il y a des aventuriers qui le font quelques fois dans leur vie, et puis elle 3 fois par jour dans les repas ensemble, elle gravissait son Everest. Donc on essayait d'un point de vue positif, sans s'énerver et sans faire de commentaires négatifs, à revenir sur l'assiette si effectivement le repas ralentissait trop, ou bien si elle mangeait moins ou plus. Ouais. D'accord. Donc, Ça, c'est motivationnel, mais positif, quoi. Vraiment, en plus des distractions, c'était de lui rappeler quand même pourquoi on est là, effectivement. d'accord. C'était positif, c'était gentil, mais c'était aussi ferme. Parce qu'il fallait qu'elle arrive à manger. Ouais. Et voilà, maintenant, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, donc il y a des fois où il y a un refus, juste catégorique. Et puis là, on avait notre troisième outil après la distraction qui était les conséquences, quoi. On a simplement mis en place un process où si l'assiette n'est pas finie, il y avait un complément alimentaire à prendre pour remplacer ce qui n'avait pas été mangé. Et si c'était pas le cas, on a au début reporté sur le prochain repas ce qui était nécessaire pour qu'à la fin de la journée, il y ait suffisamment de calories et d'énergie pour qu'elle puisse vivre simplement. Et puis, quelquefois, pas souvent, on a dû aller dans quelque chose d'un peu plus extrême en lui disant que sa vie reprendrait lorsqu'elle aurait fini son assiette. Et ça voulait dire que tout ce qui était prévu de faire ne pourrait pas avoir lieu si l'assiette n'était pas finie ou si le complément alimentaire n'était pas fini, etc. Et ça a aussi extrêmement bien marché parce qu'on lui a expliqué pourquoi. Il y avait une partie de santé, elle pouvait pas aller sauter au trampoline si elle n'avait pas mangé. Et puis, il y avait aussi une partie simplement de l'aider à se battre contre sa maladie et pas de laisser ces voix intérieures qui l'empêchent de manger à avoir le dernier mot. Donc, s'il fallait être ferme, nous allions être fermes et nous allions mettre des limites. C'était nous qui le faisions, de nouveau dans le calme et par amour, mais de façon très ferme, quoi. Il n'y aurait aucune discussion par rapport à ça. Et ça a aussi très bien marché. Et ça a dû être utilisé sur les doigts d'une main en nombre de fois parce que le message était passé. Et aussi le temps que vous mettiez au repas, vous étiez assis avec elle et vous souteniez. Donc, vous avez pris congé quelque temps. Vos activités à vous se sont arrêtées pour donner priorité à la soutenir au repas. Exactement. C'est un gros travail. C'est un gros travail, un gros soutien. Et oui, on a réaménagé beaucoup de choses dans la famille et dans nos vies professionnelles sur une période qui n'est non plus pas pour toujours. Vous avez pris congé, n'est-ce pas? Donc combien? 2 ou 3 semaines à temps complet les 2 parents. Ensuite, au moins 1 mois où un des parents était là. Et puis, c'est seulement après 3-4 mois qu'on n'était pas forcément tout le temps à la maison. Donc, un gros soutien. Ça, c'était un très gros soutien mis en place à tous les niveaux. Ouais. Alors, au début, ça a été intense? Intense sur une période de 2-3 mois. Ça l'ait été un petit peu moins les 2 ou 3 mois suivants. Et puis, la vie a ensuite repris un peu son cours. Mais notre disponibilité, au début, elle était totale, effectivement. Maintenant, après être passé 4 mois sans la voir, on était aussi chargé à bloc pour que les choses avancent et on était extrêmement motivés à vivre ça avec elle et à l'aider à se surimpliquer alors qu'on avait été sous-impliqué pendant tellement longtemps. Alors pour beaucoup de parents, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on permet certaines choses et où est-ce qu'on insiste sur d'autres. On a souvent un enfant qui est très très résistant et qui peut-être a l'air très agressif. Donc donnez-moi un exemple d'une décision que vous avez dû prendre qui n'était peut-être pas la plus facile. Et comment est-ce que cela a affecté ou n'a pas affecté vos relations à la maison et l'habilité de votre fille à manger? Lorsqu'elle est à l'école, par exemple, ça veut dire qu'elle n'ira pas à l'école. Si le matin, elle ne termine pas son déjeuner, elle ne part pas à l'école. Et une seule fois, on a dû mettre en exécution la menace, mais je crois qu'elle était finalement soulagée qu'on lui propose ça et qu'on le fasse, parce qu'après, et qu'on aille au bout, parce qu'ensuite, non seulement il n'y avait plus aucun problème, mais à aucun moment, elle a été fâchée avec nous. C'est-à-dire que plus on a été clair dans ce qui était évident qu'il fallait faire, plus en fait, elle était heureuse avec ça et puis je trouve qu'elle a débordé d'amour pour nous alors qu'on aurait pu croire que c'était très méchant de ne pas la laisser aller à l'école ou de ne pas la laisser aller voir une copine ou d'aller faire une activité sportive évidemment si elle n'a pas la force pour le faire. Donc, elle était d'accord avec ça. C'est difficile ce moment de le montrer, quoi.
Là, je dois dire que vous êtes moins typique. Ce qui est beaucoup plus normal, c'est que la résistance continue. Il y a des enfants qui deviennent très mal élevés, qui crient sur leurs parents, qui disent qu'ils vous détestent. Enfin, ça peut être très difficile. Mais une fois qu'ils vont bien, ils disent, vous savez, quand vous avez insisté que je mange, en fait, malgré que je vous ai dit que je vous détestais, j'étais secrètement soulagée. Donc, ce que vous avez vu avec votre petite, c'est ce que d'autres admettent plus tard avec reconnaissance. J'avais tellement envie que quelqu'un me donne la permission ou m'enlève le choix parce que j'avais vraiment faim, parce que j'étais faible. Elle résistait quand même, mais c'était quand même pas facile. Oui, oui. Vous avez eu de la résistance, Oui. d'accord? Tu décris ça comme Oui, tout oui. facile, mais C'est vrai. pas facile. Hein. Elle nous Disons tournait que- le dos, elle Ouais, ouais. n'était pas contente. Je dirais que sur le moment, elle pouvait avoir de la résistance, mais le repas fini et le soir, c'était déjà vraiment les câlins et tout le reste qui prend la relève. Donc, c'est pas plusieurs mois plus tard, c'était quelques heures plus tard qu'elle était déjà. Mais sur le moment, mais sur le moment, oui, difficile, oui, hein. sur le moment, c'était difficile. Évidemment. D'accord. Ça m'intéresse que vous n'aviez pas dû utiliser la carotte et le bâton. Vous n'avez pas dû utiliser le bâton trop souvent. Non, pas du tout. Les expériences des parents varient. Il y en a pour lesquelles ça marche. Il y en a d'autres pour lesquelles ça rend les choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus conflictuelles. Et c'est dans ces familles-là, on essaye vraiment d'aller vers le positif et le côté limite médical, qu'on ne peut pas faire du trampoline, mais de leur enlever leur téléphone portable, par exemple, ça c'est trop clairement une punition. Donc il y a toutes ces variantes dans différentes familles. Ouais, et je pense que chaque parent est outillé pour savoir en fait où en est sa fille, comment elle était avant, comment elle est maintenant, comment la dynamique familiale se passe. Et nous, on a dû le faire très peu souvent. On n'a pas commencé avec ça. Après un mois où les choses sont devenues, ou 2-3 semaines après lesquelles les choses sont devenues plus dures, on a introduit ça et finalement, c'était aussi un soulagement pour elle. Parce qu'elle a dû prendre ça comme j'ai plus le choix, parce que je veux vivre. Je veux pas que ma vie s'arrête tant que je mange pas. Ouais, nous, on n'a pas voulu après. Donc, je pense que c'était un outil à utiliser de façon parcimonieuse, mais à un moment, ça a fait quand même passer le message qu'on reculerait devant rien. Je pense que c'est surtout ça l'important. C'est quand on lui disait, on te soutiendra jusqu'à la fin, parce que seul, tu t'en sortiras pas. C'est terrible ce que tu vis et la culpabilité que tu as. Je pense que quand on en est arrivé à ce stade-là, elle a compris aussi que ça illustrait ce qu'on allait dire, c'est qu'on ne lâcherait pas, quoi. C'est qu'on serait là pour l'aider, quoi qu'il en coûte, et que ça l'a apaisé. Mais c'est sa réaction à elle. D'autres enfants réagiront probablement différemment. Ouais. Mais voilà, concrètement, en tout cas pour nous, c'est 3 choses. C'est devant l'assiette magique, la distraction, et puis très rarement, au début, le fait que tout s'arrête tant que l'assiette n'est pas finie, pour vraiment passer des caps. Et alors, je crois que vous avez eu 5 jours où vous étiez vraiment ravis parce que vraiment, elle mangeait. Je crois que vous m'aviez écrit qu'elle mangeait tout ce que vous lui donniez. C'était la lune de miel. C'était la fête. C'était vraiment la fête parce que vous aviez pris un risque et vous étiez bien préparé et elle a mangé. Voilà. Et puis bon, après, la lune de miel est terminée, mais vous êtes débrouillé. Oui. Ouais. Et parmi l'équipe ambulatoire que vous aviez un coach alimentaire qui vous aidait, n'est-ce pas? Alors, c'est plutôt après 1 mois ou 1 mois et demi que ça s'est mis en place et qu'on a été coaché beaucoup plus spécifiquement avec des objectifs clairs. Mais le premier mois, on était quand même sur le plan alimentaire laissé à nous-mêmes. Oui. Mais d'un autre côté, on avait vu tellement de choses sur ce qui est recommandé de faire dans cette family-based therapy ou thérapie familiale, que finalement, entre ce qu'on avait lu, entre les coachs que l'on avait comme toi au téléphone, on savait quoi faire. Ouais. Mais quand on est dans la pratique, ça se passe pas comme une lettre à la poste, surtout dans ce genre de situation. Donc, après la lune de miel, effectivement, on a dû ruser pour ne pas qu'elle perde de poids, ou du moins qu'elle n'en perde pas trop, tout en n'étant plus dans la belle histoire de lui présenter des assiettes variées avec notre fille qui mange de tout. Donc, on a beaucoup bricolé. On a beaucoup bricolé. Et on a passé bien 3 semaines, je pense, elle a vraiment restreint la variété surtout. La quantité, on a toujours réussi à maintenir la quantité, mais la variété des aliments, c'est ça qui l'a fait très peur après une semaine. Et elle a continué de vouloir boire des jus. Des jus, des soupes, tout était
Tout ce qui était liquide, elle était d'accord, mais le reste, ça n'allait pas. Et du coup, on a effectivement énormément chargé tout ce qu'on lui donnait pour être sûr qu'elle avait les apports suffisants pour ne pas perdre de poids. Magnifique. Donc, c'était bien, mais elle n'en prenait pas non plus. Donc, il fallait continuer à lui en faire prendre plus, évidemment. Puis on n'avançait pas, au contraire, après, elle voulait diminuer la quantité aussi. Et puis, on était quand même à un moment un peu... Ce qui me semble vraiment tout à fait normal, ça fait partie du travail. Voilà. Et la thérapie familiale pour l'anorexie, c'est ça, c'est les parents qui travaillent dur et qui s'assurent que la nourriture progresse. Il y a de la résistance et puis ça passe. Donc votre petite était enfin à la maison, soutenue par vous-même et une équipe ambulatoire. Donc nous avons déjà parlé de comment vous l'avez aidée à manger suffisamment pour qu'elle reprenne le poids nécessaire. Quels étaient les autres éléments qui ont fait une différence pour qu'elle fasse du progrès? Et il y a deux éléments, je pense, qui ont fait progresser notre fille. La première, c'est que on a cessé de lui donner son poids chaque semaine lors des rendez-vous parce que c'était un des facteurs de stress. Pour elle, en tout cas, de voir le chiffre monter, c'est ça qui, malgré qu'elle était contente d'être dehors de l'hôpital, elle était heureuse, elle revivait, mais voir ce chiffre monter, ça la stressait tellement que nous, ensuite, de retour à la maison, ça devenait un cauchemar. Donc, une des décisions, c'était de plus lui donner de poids. Et elle était tout à fait... elle était pas enchantée, mais en dedans d'elle, je pense qu'elle était soulagée qu'on ne lui donne plus. On a vu que ça lui permettait au moins d'évacuer ça. Je dois aussi dire qu'on a commencé à ce moment-là une médication. C'est le Zyprexa qui est... c'est le olanzapine, je crois. Le Zyprexa, c'est probablement la marque. Et puis l'autre, c'est le principe actif. Pour réduire l'anxiété. Réduire les ruminations, justement. Ces ruminations, c'est ça en fait, c'est la culpabilité, les ruminations qui faisaient qu'elle n'avançait pas durant ces 3 semaines. Donc le fait de ne plus connaître son poids et d'avoir un médicament, ça a probablement beaucoup aidé. Et puis ce fameux coach alimentaire qui est intervenu à ce moment-là, en étant tous ensemble, elle nous a dit « mais vous arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de lui donner une alimentation tout à fait inhabituelle par peur qu'elle perde de poids, alors qu'on est là maintenant pour normaliser son alimentation. Donc, vous abandonnez tout ça, vous rentrez à la maison, vous faites du riz, du poisson, des légumes avec des fruits, et puis c'est comme ça. Et puis, le fait de aussi demander à notre fille de nous aider, que c'était un travail d'équipe et qu'on devait vraiment se reposer les uns sur les autres, ben finalement, ça a aidé aussi notre fille à pas nous mettre, nous, dans une position difficile par rapport à cette coach qui nous engueulait, entre guillemets, dans un fait de jeu. Voilà, tout était aussi joué un petit peu pour la faire réagir. Donc, un des éléments importants, c'était que vous la bousculiez. Elle était à l'aise à peu près avec les soupes et les liquides. Et vous avez dû avoir le courage de la bousculer et d'amener une nourriture ordinaire, normaliser un comportement. C'est un stade important du traitement. Et ça de façon brutale, c'est-à-dire là aussi, 2 heures après le rendez-vous, alors que ça faisait 3 semaines qu'elle mangeait que des soupes, elle a mangé quelque chose de solide, c'est-à-dire qu'elle a toujours eu des ressources pour faire ce qu'on lui demandait. Il suffisait de le demander de façon bienveillante mais ferme et tout le monde aligné. Elle a chaque fois eu les ressources de faire ce qu'on lui demandait, mais il fallait quand même la cadrer très très sérieusement pour y arriver. Et tu as dit bienveillante mais ferme, et je veux montrer que c'est ça le principe que vous avez suivi. Quand on fait de la thérapie familiale, les gens pensent que ça veut dire qu'on va prendre son enfant et lui boucher les narines et forcer la nourriture dans sa bouche. Et c'est pas du tout ça. C'est vraiment apprendre aux parents les outils, les méthodes, les trucs pour arriver à ce que leur enfant mange. C'est pas négociable. Il faut que l'enfant mange. Mais on ne va pas les martyriser. S'ils ne mangent pas, c'est à l'hôpital avec une sonde. Mais à la maison, les parents font ça avec bienveillance, mais aussi très ferme. Là aussi, de façon spectaculaire, j'ai l'impression que c'était un soulagement pour notre fille, qu'on abandonne les soupes pour passer à quelque chose de varié et de normal, et que l'on soit intransigeant.
Parlez-moi un peu de la nouvelle équipe que vous avez eu tant de mal à obtenir et comment est-ce qu'elle était structurée pour vous aider? Bon, en 2 mots, la prise en charge, c'est qu'il y a une pédiatre qui pesait notre fille une fois par semaine et qui monitorait son cœur et tout ce qui était nécessaire d'être fait. Et il y avait une psychiatre pour elle, individuelle aussi. Tout de suite, quelque chose s'est créé entre notre fille et cette dame. Donc, c'était de nouveau une thérapie individuelle chez une spécialiste de l'anorexie, par contre. Et là, la première séance, on était là. Après, plus du tout. Et c'est quelque chose qui l'a tout de suite aidé aussi à relâcher un petit peu la pression de tout ce qui se passait. Ceci dit, en général, avec la thérapie familiale pour l'anorexie, il n'y a pas besoin de thérapie individuelle. La troisième, c'est une sorte de coach pour la nourriture. Pour l'alimentation, sur vraiment concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans une assiette. Voilà, on a eu ça. Il y a une quatrième personne qui, lui, voyait toute la famille ensemble pour gérer, s'assurer que le bateau va dans la bonne direction, que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que tous les thérapeutes et nous, la famille, ayant le même message. Donc, c'était une grosse équipe. C'était quand même 4 personnes qui étaient à s'occuper de notre fille. Et nous avions pris congé aussi pendant un bon mois. Donc ça fait 7 mois que vous l'avez sortie de l'hôpital et comment est-ce que ça se passe en ce moment? En résumé, à part le premier mois qui a été un petit peu rocambolesque, comme on l'a dit avant, dès qu'elle a remangé du solide, que la coach alimentaire est intervenue et lui a dit « maintenant, il faut que tu nous aides, sinon on n'y arrivera pas », c'est vrai que ça a été 6 mois de progression constante, avec des hauts et des bas, mais sur une courbe montante ininterrompue. Donc, au niveau de son poids. Elle a repris son poids et... Mais le fait qu'elle, parce que c'était pendant l'été aussi, hein, le fait qu'elle reprenne l'école et reprenne sa vie, ça a aussi beaucoup aidé. C'est très important. Ouais. C'est un des bénéfices de la thérapie familiale, c'est à la maison et la vie normale revient dès que médicalement c'est OK. Exactement. C'est l'attrait de la vie, très très important. Alors comment est-ce qu'elle va maintenant? 7 mois après l'hôpital, 7 mois chez vous, à la maison. Physiquement, somatiquement, elle va super bien. Face à son assiette, elle va de mieux en mieux. Elle mange de tout. Elle mange de tout. Oui. Oui. Maintenant, elle mange de Du beurre, du fromage, des gâteaux. Oui. Absolument tout. Elle a beaucoup bloqué sur la viande. C'était vraiment l'aliment qui lui faisait très peur. Et puis là, elle est arrivée à passer ce stade-là, tout récemment. Tout récemment et seule. C'est-à-dire que la viande, à un moment, on lui a dit « écoute, tu vas le faire comme toi tu le sens et quand tu es prête ». 2 jours plus tard, elle l'a fait seule. Contrairement à toutes les autres étapes où elle a été très encadrée, comme on disait avant, cette étape de manger de la viande, c'est la première fois que, sans aucune poussée de qui que ce soit, elle l'a fait elle. Oui, et je repense à vos premiers thérapeutes qu'il a laissés seuls dans sa chambre en attendant qu'elle soit motivée à aller bien. Et en fait, la motivation à manger de la viande est arrivée quand elle allait déjà bien parce que entre-temps, vous l'aviez nourrie. Et c'est dans ce sens-là que la motivation marche. C'est vrai, vraiment, on n'a pas besoin de motivation pour traiter l'anorexie. Le fait qu'elle a bien voulu manger de la viande, ça vient d'elle, c'est un cadeau. Parce que vous êtes arrivé à lui faire manger toutes sortes de choses en l'exigeant avec bienveillance. C'est vrai. Alors, les choses qui restent encore difficiles, c'est qu'elle est toujours très torturée par sa silhouette. Ça, je trouve que ça évolue très peu. Elle se trouve toujours grosse et voilà. Et puis, elle est très stressée par la vie, par l'école, par la gym. Elle adore, mais elle est très, très stressée, angoissée des tests à l'école et tout ça. Ça met une grosse pression. Et en 7 mois de thérapie familiale, c'est vraiment encore très normal. Enfin, les études ont été faites avec des traitements de 6 mois ou des traitements de 9 mois ou 12 mois. Et la plupart des parents que nous connaissons trouveraient ça extraordinaire d'avoir un résultat parfait en 6 mois. Il n'y a pas beaucoup de temps pour que le cerveau se guérisse, se remette au normal. Donc vous êtes vraiment dans des bons délais là.
Qu'elle puisse manger de tout, qu'elle ait repris son poids en 7 mois, c'est parfait. Il y a un autre élément qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui était aussi un gros stress, c'est qu'elle était jeune, n'avait pas commencé sa puberté et était très petite de taille. Et durant l'épisode aigu de la maladie, elle a cessé de grandir. Ah oui. On voit très bien que sa courbe de croissance, elle s'est cassée, vraiment aplatie. Et ça nous a beaucoup stressés. Et sortie de l'hôpital, 2 mois plus tard, elle a recommencé à grandir. Et là, ça fait maintenant 5 mois qu'elle grandit à chaque rendez-vous. Donc, on espère évidemment qu'elle rattrapera le retard, le trou de croissance qu'elle a. La croissance était tout à fait liée à l'alimentation. Ouais. Ça s'est arrêté. Elle a commencé à aller mieux, elle a recommencé à grandir. Et ça, pour les enfants qui n'ont pas fini de grandir, c'est aussi un gros risque. Ça a été un gros élément déclencheur pour qu'elle y aille, qu'elle mange. Parce que la coach qu'on voyait a dit, à ton âge, on ne prend pas comme ça en largeur, mais on prend en hauteur. C'est la pièce qui est tombée qui a fait qu'elle mange. Elle avait envie de grandir. Elle n'avait pas envie de rester toujours la petite. Avec la mienne, je pouvais lui dire ce genre de choses, mais c'est encore le problème avec la motivation. Elle avait envie de grandir, mais c'était pas assez pour qu'elle mange. Pour qu'elle mange, il fallait l'encadrer et l'aider à manger avec tous les trucs que nous connaissons maintenant. C'est marrant, nous avons chacun des histoires de un ou deux trucs qui a vraiment marché, déclenché des choses. Le travail doit être fait de nourrir l'enfant et nous avons cet entretien pour vraiment encourager les parents et les thérapeutes à ce que les enfants soient nourris et il n'y a rien de mieux que les parents pour faire ça à la maison du moment que le risque médical est assez. Et justement, je crois que les enfants ont souvent les mêmes symptômes et les trucs, par contre, pour les sortir un petit peu de cet engrenage sont assez individuels. Et non seulement les parents sont les plus à même d'être à côté de son enfant et puis de l'aider à manger, mais aussi à trouver tous ces petits trucs autour qui font que tout devient plus facile. Comme est-ce que la motivation, c'est de sortir? Est-ce que c'est de grandir? Comment distraire entre les stress des repas et tout ça. Les parents ont tellement ça en eux que c'est facile pour eux de faire ce job. On est expert dans ce... On est expert dans notre enfant, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus dur pour n'importe qui d'autre. Donc, de laisser les parents agir, c'est le cadeau à faire. Les parents sont très, très motivés. Ils apprennent. Ils vont sur l'Internet, ils apprennent à d'autres parents dans les forums, les livres. Les parents deviennent très, très experts. Mais nous avons besoin des thérapeutes comme votre coach qui vous a un peu réveillé, qui vous a dit, bon, maintenant, les soupes, c'est fini. Nous avons besoin des experts professionnels. Bon, nous avons couvert beaucoup d'aspects très spécifiques. Avez-vous des conseils généraux pour les parents? En résumé, que les parents n'aient pas peur de se renseigner s'ils ne sont pas d'accord ou s'ils voient que c'est des voies sans issue. Il y a des alternatives, donc il ne faut pas hésiter à aller vers ces alternatives. Et même si elles ne sont pas locales, même s'il y a quand même un certain nombre de choses à bricoler, comme dans notre cas, ça se passera, je pense, et j'en suis convaincu, de toute façon mieux avec une alternative à la maison, une fois qu'il n'y a plus de danger physique et les parents qui sont là et qui sont impliqués, que de se dire qu'on s'entête avec ce qui est juste facile à disposition mais qui ne marche juste pas. Donc, il faut que les parents se renseignent et même si le soutien n'est pas local, il y a des tas de choses qui peuvent se faire à distance, telles les conversations Skype qu'on a fait. C'est clair que c'est idéal d'avoir un coach alimentaire ou un très bon psy qui est sur place, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une raison pour rien faire. Avec communication moderne. Et sur mon site web, j'ai mis une liste de thérapeutes qui sont certifiés dans une méthode, la méthode qui a été la mieux étudiée, la mieux validée, c'est le Family-Based Treatment. Et j'ai mis une liste de thérapeutes qui sont certifiés dans cette méthode, sont très bien formés et qui travaillent par Skype. Ça pourrait aider des parents. Il y a aussi des livres, mais qui sont en anglais. Je ne connais pas de livres français qui vraiment sont fidèles à la méthode de thérapie familiale. Tu en connais? Ou bien je peux toujours ajouter ça sur la vidéo à n'importe quel moment. Je peux ajouter ça sur YouTube. Donc, Je mentionnerai qu'en France, il y a l'hôpital Robert Debré à Paris qui travaille selon ces lignes. Et une des
responsable, qui est à la retraite maintenant, était vraiment une des animatrices de ce site FIST dont on parlait avant. Donc, une source d'information en français, c'était les travaux et les papiers de recherche de l'hôpital Robert Debré à Paris. Très bien. Bon, je propose qu'on explique un petit peu qu'est-ce que c'est la thérapie familiale pour les troubles du comportement alimentaire. Pour ceux d'entre vous, en particulier dans certains pays francophones qui n'ont peut-être pas accès à cette thérapie. Donc on va expliquer ça. Et en Angleterre, pour préciser encore, le traitement des troubles du comportement alimentaire chez les jeunes doit être donné par des thérapeutes qui se sont spécialisés en la matière. Donc expliquons la thérapie familiale. Et pour commencer, ce que vous avez eu qui n'était pas de la thérapie familiale. D'où on isole un enfant à l'hôpital pendant on ne sait pas combien de mois, on lui offre une sonde et on ne l'aide pas à manger, on attend la motivation. Et c'est complètement différent de la thérapie familiale. Donc, Une méthode où les parents sont au centre du traitement. On les soutient à ce qu'ils aient les outils pour nourrir leur enfant. On prend du poids très vite, aussi vite que possible. On ne donne pas nécessairement de thérapie individuelle. En tout cas, dans le Family-Based Treatment, il n'y a pas de thérapie individuelle. Ça peut venir beaucoup, beaucoup plus tard quand l'enfant va bien, s'il y a encore des traumas à régler. Mais l'important, c'est le poids et c'est normaliser l'alimentation. Donc, on ne mange pas juste de la soupe, on peut aussi manger des gâteaux et du beurre. On normalise l'exercice physique, l'activité. Tout ça, c'est les parents qui font à la maison avec un soutien très respectueux des thérapeutes. Donc, ce n'est pas le côté paternaliste. C'est vraiment un respect des parents en tant qu'experts et de donner les ressources aux parents. Un autre aspect important de cette thérapie, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui a déclenché la maladie, parce qu'on sait qu'il y a plein de raisons et on ne les connaît pas toutes. Il y a un côté très génétique, entre autres. Donc, on ne culpabilise pas. On ne va pas aller chercher de la pathologie dans la famille. Et un principe très important, c'est qu'on ne juge pas l'enfant. Donc, on ne fait pas de reproches. On ne fait pas de reproches à l'enfant. On exige qu'il mange, qu'il n'aille pas faire du jogging, mais on ne va pas lui crier dessus, lui dire qu'il est un imbécile ou selfish, égoïste et toutes ces autres choses. Donc, c'est une thérapie très, très respectueuse de l'enfant et des parents. Donc tout ça s'appelle la thérapie familiale pour l'anorexie. C'est différent de la thérapie familiale en général parce que c'est très pratique. On ne s'intéresse pas particulièrement à comment tout le monde interagit entre eux et qui a causé tel ou tel problème. On s'intéresse surtout à des résultats. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va aider les parents à soutenir leur enfant pour que leur enfant mange et retrouve des comportements normaux? Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, comment justement respecter et donner de l'amour à son enfant, c'est juste de se dire que c'est pas son choix de pas manger. Moi, j'ai toujours pris l'hypothèse de base que c'était pas un choix, mais que c'était devenu une incapacité pour elle de manger seule, et qu'il fallait vraiment l'aider à redevenir autonome en lui enlevant cette autonomie pendant une période temporaire. Mais je me suis toujours dit c'est pas son choix, et moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé à ne pas m'énerver. C'est pas sa faute, c'est pas son choix. Elle a juste besoin de moi et c'est sa façon de le dire, quoi. C'est ça qui me motivait à pas m'emporter parce que ça peut être effectivement difficile quand on est dans le feu de l'action. De rester calme. Quand tu as parlé d'autonomie, je veux aussi que les auditeurs sachent que cette méthode est validée on dit valider? Prouver, vérifier. Vérifier pour les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans. Les études ont été faites jusqu'à 18 ans et encore, il y a des études maintenant qui vont jusqu'à les jeunes adultes. Donc, le fait que c'est les parents qui aident et qui enlèvent cette autonomie autour de la nourriture, qui dit tu manges ce que je te donne et je vais t'aider à le faire, ça, c'est même pour des adolescents et ça marche. Évidemment, on leur donne l'autonomie dans toutes les autres choses qu'on peut leur donner qui ne les met pas en danger. Leur enlever l'autonomie autour de les choix autour de la nourriture, ça marche. Tout à fait. Bien, écoute, j'espère que nous avons aidé les gens qui nous écoutent.
et qu'ils chercheront encore des informations à travers les liens que je mettrai sur la vidéo, mon site web. Il y a plein de ressources là et j'espère qu'il y en aura de plus en plus en français. Ouais, moi, je te donnerai quand même juste une ou deux références en français dont j'ai connaissance. Et puis, effectivement, une des raisons aussi de cette vidéo, c'est qu'il y a tellement de ressources en anglais, mais tellement peu en français que voilà, ça peut aider dans cette partie-ci du monde à être plus facilement exposé à ça. Alors, on va demander aux auditeurs de bien vouloir, comment on dit, spread the word. Propager la bonne nouvelle, partager la bonne nouvelle. Partager à travers Facebook et Twitter et en parler à leurs collègues ou leurs médecins. Vraiment en parler parce que le fait que vous étiez si bien renseigné parce que surtout toi tu connais bien l'anglais, ça fait toute la différence à votre petite. Mais c'est aussi de la prévention aussi on a été informé après que la maladie soit survenue. Maintenant, d'avoir un minimum d'informations avant pour la détecter vite, pour faire les bons gestes tout de suite, c'est aussi super utile. Donc, c'est pas seulement réagir une fois que la crise est là de façon adéquate, mais c'est l'anticiper. Oui. C'est normal que les parents mettent du temps à reconnaître, mais là où il faut que les choses changent dans les systèmes médicaux, c'est que les médecins reconnaissent ou aient un système pour envoyer aux spécialistes très très vite pour que en quelques jours, il y ait un diagnostic et le traitement commence. Voilà. J'espère qu'un jour, cet entretien sera complètement désuet. Est-ce qu'on dit désuet? Oui. Parce que ça sera évident. Mais pour le moment, il y a du travail à faire. Je vous remercie beaucoup. C'était très, très magnifique de vous parler. Au revoir. Merci. Allez. Bonne soirée. Je vous embrasse. Je t'embrasse aussi. Salut.